I am a little man. Mais je connais ma loi ici. Dehors, go back. Et il nous jette les 2 passeports. Papa, un jour, il faut qu'on fasse un raid comme t'as fait avec la 4L ensemble. Je sors ça un soir à 22h. À 22h02, je sors une carte. Et 2 questions. Où aller et avec laquelle? Et là, on est au cercle polaire. Là. Si vous avez le moindre incident ou la moindre demande, même 20 litres d'essence, c'est 1 400 $. On envoie un camion, c'est route de l'impossible, donc il faut payer. Hein. Mais non, ils veulent inspecter le conteneur. Les douanes américaines. Bah, je dis, c'est rien, ça. Ils ouvrent le conteneur. Non, c'est pas rien. C'est que c'est 15 jours de procédure administrative. Bon, ça coûte 1 500 $. Bon, mais 15 jours de procédure, on rate le 2e bateau. Puis le 3e. Ils sont payés, hein, c'est perdu. S'il manque un document, la voiture est vendue aux enchères immédiatement. Dès Moscou, bah, les problèmes se posent parce qu'on prend une photo de la voiture près de la place rouge et puis là, la police arrive. C'est pas très loin du Kremlin et là, ça part saisir la voiture, tribunal, enfin. Alors, le tour du monde en 928, une petite histoire qu'on va essayer de raconter tous ensemble. Bienvenue dans La Boîte à Gants. On est l'émission qui reçoit des invités, des personnalités de l'auto et de la moto. D'ailleurs, dites-nous en commentaire les prochains invités que vous aimeriez qu'on reçoive. Pensez aussi à vous abonner sur YouTube, c'est très important pour nous soutenir et faire évoluer la chaîne. Salut Philippe. Salut Yann. Je suis ravi de te recevoir dans La Boîte à Gants. Également. On se retrouve aujourd'hui chez Porsche Reims. Porsche Reims, on ne l'a pas choisi par hasard parce qu'ils font partie du réseau de concession Autosphère, notre fidèle partenaire. Et toutes les voitures d'occasion qui sont derrière sont à vendre, évidemment, sur le site Autosphère, sauf la Porsche 928 de Philippe. Et Autosphère, c'est quoi? C'est des concessions de Dacia à Maserati, donc une large gamme que vous retrouverez sur ce site Autosphère. Philippe, tu sais que ce podcast est en vidéo, mais aussi en audio. Donc, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, sachant qu'on va revenir sur ta vie tout au long de l'épisode? Bah, avec plaisir. Écoute, je m'appelle Philippe Delaporte. Je suis marié, 2 enfants, 3 petits-enfants, passionné d'automobile depuis ma tendre enfance. Principalement, je pense au fait que mon père était dans l'automobile, il était directeur chez Simca à Poissy. Et j'ai donc toujours baigné dans le milieu de l'auto. Et puis, je rêvais bien sûr d'en avoir une. J'avais une carotte. Si j'avais mon bac, j'avais une voiture. J'ai eu un petit peu de mal à l'obtenir, mais je l'ai eu. Donc, j'ai eu une voiture et ça a été un déclic. Un véritable déclic. Cette voiture, c'est une 4L. Que j'avais comme voiture d'étudiant. Et puis, après 1 an d'études, à traîner un peu en médecine, il s'est avéré que j'ai eu l'idée avec un copain qui n'était pas plus travailleur que moi de préparer un voyage avec cette 4L. Et donc, on avait 19 ans. Et ça a été le point de départ de toute la mise en pratique de la passion de l'auto et des voyages. Donc, ça a vraiment démarré par ça. C'est-à-dire que le milieu de l'auto, on allait au Mans avec mon père, on suivait tout ça. Mais dès que j'ai eu cette voiture, ça a été une révélation, quoi. Je me suis dit, avec cette voiture, on peut aller quasiment n'importe où. Donc, ta passion naît finalement à ton plus jeune âge. Elle est déjà très forte à ce moment-là, ta passion pour l'automobile? Elle est très forte. Okay. Elle est très forte parce que j'ai un souvenir marquant, par exemple, des années 70, quand Porsche a gagné pour la première fois le Mans. On regardait le Mans, comment on regardait le tournoi des 5 nations. Enfin, il y avait des grands moments. Et le Mans, quand Porsche a gagné, c'était un gros challenge puisqu'ils avaient du mal à le gagner. Et quand en 70, au réveil, on disait alors ils sont toujours devant. Et la 917 a vraiment... j'ai eu un flash quoi, avec cette voiture. Et donc la marque, je pense que j'en ai pris connaissance à ce moment-là. Tu disais donc ton père travaillait donc chez Simca, il avait un des postes de directeur. Hein. C'était un des 5 directeurs, oui, dans tout ce qui était ordonnancement, c'est-à-dire logistique. Donc l'automobile faisait partie intégrante de notre vie. C'est-à-dire que mon père, la marque Simca, on a été élevé, on était biberonné à la marque Simca. Mais à côté de ça, voilà, on suivait le sport mécanique, mais pas au point d'avoir une voiture de course à la maison, une voiture de collection. C'était plus le facteur industriel. Donc quand j'ai pu avoir ma propre voiture, alors là, ça a été la liberté totale, quoi. Donc, tu es, on va dire, un étudiant qui pas passionné par les études, plutôt rêveur. Oui, plutôt oui, des études en Z, une année par-ci, 2 années par-là, une autre année par-là. Donc, il n'y avait pas vraiment
la vocation de faire quelque chose. C'était un peu dans le domaine médical et paramédical. Mais à partir du moment où cette année de médecine n'a pas été concluante, loin de là, elle a été concluante dans le sens où avec le copain, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette voiture? Lui a passé son permis, il ne l'avait pas, et on a décidé pendant cette année-là de préparer un voyage jusqu'en Iran. Donc avec la fameuse 4L. La fameuse 4L qui était absolument dans son jus, une voiture d'occasion, mais donc on est parti vraiment une aventure parce que c'était en 77, il y avait encore le Shah d'Iran. J'ai fêté mes 20 ans à Téhéran et on a eu énormément de soucis, de galères, mais qui ont toujours été pour moi un challenge pour les surmonter et continuer le voyage. Parce que mon obsession, c'est de ramener cette voiture. C'était un Graal. Et pourtant, Dieu sait si on est resté au bord de la route à attendre des dépanneuses, des tracteurs, des triporteurs. Tout le monde nous dépannait comme on pouvait. Et le copain, lui, ça l'a absolument écœuré. C'est-à-dire qu'il voulait rentrer par tous les moyens. J'ai dit non, on rentre avec la voiture. Et on y est arrivé. Donc tu as deux versions. Tu as la personne qui est complètement dégoûtée de l'aventure et toi qui finalement est un déclic supplémentaire. C'est-à-dire que dès 18 ans, tu as ta 4L, c'est la première liberté. Voilà. Et là, ça renforce encore plus le sentiment en disant que tu peux tout faire. Tout faire. C'est-à-dire que là, on est au-delà de la balade en copain, en famille, en autre. Et ben, on peut pas partir en vacances, mais on peut aller bien plus loin. Plus la preuve, on est allé en Iran, on a fait 15 000 kilomètres avec vraiment des très grosses galères. Hein. Ça va des pannes, il nous reste 8 jours à attendre qu'on rebrase la cloche d'embrayage, refabriquer un joint de culasse dans le pays kurde. Enfin, donc, c'est pas gagné, quoi. La voiture, on aurait pu la laisser rentrer en train ou en avion. Alors que non, je voulais absolument la ramener. Et le déclic, ça a été de découvrir plein de choses complètement insolites. Les paysages, les coutumes, la population. Et chaque jour, on ne savait pas ce qui nous attendait le lendemain. Est-ce qu'on allait d'abord tomber en panne? Est-ce qu'on allait rester 2 jours, 5 jours? Et puis pendant tout ce voyage, d'Istanbul à Persépolis, on en a pris plein les yeux, quoi. Le copain aussi. Mais la voiture, moi, c'était le vecteur. C'est ce qui nous permettait d'avancer. Lui, pas du tout. S'il avait pu la planter dans un coin, il s'en fichait, mais royalement. Alors que j'ai dit non, je la ramène. Et en sachant que c'était loin d'être gagné. Et est-ce que à ce moment-là, tu avais, entre guillemets, une forme de naïveté où tu pensais pas aussi, ou en tout cas tu n'avais pas réfléchi au fait qu'il y a peut-être des personnes qui allaient essayer soit d'abuser de cette position dans le sens où vous êtes tout seul. Il faut rappeler qu'il n'y avait pas les téléphones portables aussi à l'époque. Rien, on a appelé une fois en 2 mois mes parents en PCV, on avait 3 minutes. Hein, donc là, on est vraiment coupé. Quand on part, on est totalement... Et surtout, on n'a aucune compétence de rien. C'est-à-dire qu'on avait 4 jerrycans, 2 roues de secours, et on a emmené des bougies et des courroies. C'est tout. Donc après, la voiture était à peu près en bon état, mais ça suffisait pas pour faire une telle route. Et puis parfois des mauvaises routes, parce que c'était encore des pistes. Hein. L'est de la Turquie ou le sud de l'Iran, on était sur des pistes. Donc ça fait partie de l'aventure, mais la naïveté, en fait, on s'est rendu compte que souvent on a essayé un peu de nous, pas de entourlouper, mais ça faisait partie d'une formation sur le terrain, en fait. Et ça, j'adorais ça. Ça aurait pu être un peu dissuasif en disant oh, t'arrêtes ça me convient. Alors qu'au contraire, à chaque fois, c'était bon, on doit s'en sortir, il n'y a pas de raison. C'était le côté challengeant, c'est-à-dire même un garagiste peut-être un peu malveillant qui veut essayer de te dépouiller, quoi. Mais il y en a eu. Ouais. On n'avait pas suffisamment en cash pour payer. Ils nous ont dit on fera un troc à la fin, très bien, on n'a pas le choix. Sauf que le troc, il se termine c'est de l'escroquerie complète. Le mec, il veut tout, quoi. L'appareil photo, roue de secours, vêtements. Donc là, soit on se fait avoir et on dit oh là là, je recommencerai jamais. Soit au contraire, on se bat un peu parce que c'est l'adrénaline qui fait que ça permet de rentrer, quoi, et puis correctement et pas sans se faire avoir. Donc on apprend tous les jours, on apprend ce qu'on découvre et la vie de tous les jours, se débrouiller avec une voiture ou dormir ou manger et puis les gens viennent à nous parce qu'ils sont surpris. 77, une voiture qui arrive de France, il n'y en avait pas énormément, donc au sud de l'Iran, les gens viennent nous parler, quoi, avec quelques mots d'anglais et encore le chat, hein, c'est important. Hein. Donc, quand tu rentres en France, là, tu dois reprendre les études. Oui. Donc, la récré est terminée, tu dois... J'en reprends d'autres, ouais. mais l'idée, elle a tellement germé que ça pousse. C'est-à-dire que je me dis, je ne pense qu'à une chose, c'est de repartir. Et chose que je vais faire plusieurs fois de suite, toujours avec la même voiture, mais quand même en l'améliorant. Donc, 2 ans après, je suis parti, là, j'étais plus en médecine, j'étais en kiné, je suis parti avec un copain, pareil, un passionné, et on est parti traverser le désert du Sahara.
aller-retour. Parce que souvent, les gens qui font le Sahara, après, en convoi, ils vont vendre les voitures. Alors que pas du tout. Nous, on revenait après en France. Hein, bon. Et donc ça, c'était extraordinaire. Parce que le Sahara, c'était quand même autre chose. L'Iran, bah, il y a des routes. Sahara, il n'y a pas de route. C'est des pistes. Il n'y a pas de GPS. Hein, on a un compas dans la voiture. Et puis, on roule en convoi quand on peut, parce que parfois, c'est obligatoire. Bon, là, c'est une vraie aventure. Parce qu'on sait que si on se perd, il faut toujours faire preuve d'une très, très grande humilité, quoi, et se renseigner. Et parce que là on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Le Sahara, il y a une entraide, il y a une solidarité de voyageurs et de baroudeurs. Mais nous, on est un peu novices. On a une petite voiture qui est un peu mieux préparée que pour l'Iran, mais pas tant que ça. T'as mis l'échappement sur le toit? Ah non, pas dans encore cette version-là. Là, on a amené beaucoup de pièces. J'avais changé le moteur moi-même. C'est pas en achetant un moteur en casse, mais bon, on l'avait un peu amélioré. Mais on était loin de ce qu'il aurait fallu faire, quoi, voilà. Mais néanmoins, on a ramené la voiture. Voilà. Et puis c'était finalement toi l'amoureux du Dakar, parce que je sais que t'as jamais raté un prologue du Dakar. Depuis le premier, je bavais devant ces images, devant ces héros, en fin de compte, que à aucun moment que je voyais passer dans les prologues, souvent le lendemain du 31 décembre, hein, le 1er janvier, mais à aucun moment j'aurais pensé que, là je fais un raccourci, mais qu'un jour j'allais les rencontrer pour de vrai, grâce à cette aventure qu'on a vécue avec cette Porsche 528 dont on parlera plus tard. Donc là tu vis on va dire ton premier Dakar à toi, la traversée du Sahara. Voilà. C'est quand même quelque chose. C'est quelque chose parce que c'est risqué. C'est risqué. On va loin dans un terrain totalement hostile où là, il n'y a pas tellement de plan B. Dans les voyages, il faut toujours un plan B, un plan C. Là, quand on s'engage dans le désert du Sahara, en gros, on n'emmène pas large, quoi. C'est un peu l'Atlantique, quoi. Qu'est-ce qui t'est arrivé comme mésaventure un peu Bah, on s'est perdu. On était un convoi de 5. C'est absolument obligatoire. On quitte Tamanrasset. Jusqu'à la frontière du Niger, on roule en convoi, et comme on était avec des Peugeot 504, 404 qui roulaient un peu plus vite sur la tôle ondulée, on avait opté pour rouler en dernier. Sauf que l'avant-dernier n'a jamais suivi, si on était là, on se colle pas à cause de la poussière. Puis à un moment, on avait prévu de s'arrêter tous les 30 km, enfin on avait quand même fait une équipe se souder, quoi. Et puis au bout de 30 km, 40, 50, on les voit pas, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Le chef de convoi, c'est un mec super. C'était un casseur automobile qui faisait ça tous les ans. Et on avait sympathisé. Et je dis, c'est pas possible. Ils nous attendent quelque part, et on est passé à côté. Parce qu'au Sahara, il y a beaucoup de pistes, hein, dans la même direction. On peut passer en haut, en bas, et on s'entend pas. Donc, on a continué, jusqu'à un moment, je dis, là, non. Là, on peut pas, parce que on n'aura plus de quoi revenir, même jusqu'à cette ville de Tamanrasset, parce que il y a le facteur essence et eau. Hein. L'eau dans le Sahara au mois d'août, c'est 10 litres par personne, hein, par jour. 10 litres. 10 litres. Et tu ne transpires pas. Hein. À 40, 45 à l'ombre, il n'y a pas d'ombre. Hein. Donc là, on ne transpire pas. Donc la voiture, elle est chargée, elle est blindée, elle traîne par terre, quoi. Sauf si elle était un peu préparée. Donc voilà, c'était un peu chaud. Et puis à un moment, on s'est dit, bon, on arrête. On va camper là, en pleine nuit, on ne sait pas où on est. Là, on est un peu sans filet, quoi. On est un peu largué, on n'a pas de fusée de détresse, on n'a pas de téléphone portable, bon, voilà. Et on fait demi-tour et on remonte à Tamanrasset et on retrouve... en fait, eux étaient montés chercher les secours. Tu vois, ils sont allés à Tamanrasset, il y a une 4L perdue dans le désert. Donc c'était malgré tout hyper organisé. On a croisé les 2 Land Rover au bout de quelques heures de piste avec la gendarmerie, la protection civile qui étaient venus à notre recherche. Et après, je les ai invités, bien sûr, à déjeuner. Et là, ils m'ont déroulé que des drames dans le Sahara en me disant, les gars, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous n'avez pas insisté. Parce que si on persiste dans l'erreur, là, il y a un point de non-retour. Et tous les drames sont des gens qui ont dit, non, on va y aller. Puis à un moment, ils n'ont plus d'essence. Ou ils cassent quelque chose, et là, ils sont tellement perdus qu'on ne sait pas où les retrouver. Nous, on savait à peu près, d'après ce que nous avait dit le gars, là, on savait à peu près où vous étiez. Vous êtes passé en haut d'une dune, quand on était en bas à vous attendre. Donc ça, c'est classique. Donc, on n'avait pas de risque. Mais bon, c'est passionnant. Et là, on apprend, parce que après, on voit arriver des gars avec des super véhicules, mais ça suffit pas. Faut vraiment être à l'écoute de tous ces grands voyageurs. Alors, a fortiori, quand c'est des guides Touareg en charge des secours dans le Sahara, c'est comme des guides de haute montagne, quoi. C'est très impressionnant. Donc là, tu rentres de ce voyage. Qu'est-ce qui se passe après pour toi? Je fais d'autres études, podologie, alors très important. Là, je rencontre ma petite amie, qui est mon épouse depuis une 40aine d'années, et je l'emmène faire le Cap Nord. Alors là, je commence soft, parce que le Cap Nord, c'est toute la Scandinavie, ce sont des routes, parfois des pistes, mais de cailloux.
c'est civilisé, quoi. Donc là, c'est un très beau voyage, mais confortable, voilà. Et à la fin de mes études, enfin, là, je me dis, toutes ces études, tous ces voyages, c'était entre 2 études. T'as 2 mois en général, étudiant, on est quand même un peu tranquille. Et là, il faut que je fasse un grand voyage, un beaucoup plus grand. Donc, Avant de commencer, on va dire, ta vie active. bah voilà. Donc j'ai un diplôme en poche, mais je me dis, si je travaille tout de suite, c'est fini. C'est-à-dire que, en règle générale, quand tu veux faire un voyage de 3-4 mois, c'est à la fin de tes études, en gros, ou alors à la retraite. Et à la retraite, peut-être la motivation n'est plus là, ou enfin voilà, non, faut jamais reporter. Je pars du principe que si on a une idée et qu'elle n'est pas, c'est pas un caprice, c'est vraiment une idée qui est motivée par une passion, il faut y aller. Il faut y aller, même si ça dérange, si ça perturbe beaucoup de choses. À chaque voyage, c'était le cas. C'est pas évident la motivation, elle est là, mais mettre ça en pratique, ça veut dire un budget, ça veut dire, là, je commençais donc pas à travailler, alors que j'avais enfin fini mes études. Et non, la première décision, c'est je vais faire un voyage. Donc ça paraît, donc faut être soutenu, y compris par sa petite copine qui, elle, a déjà commencé à travailler. Donc, et là, je me mets en tête de traverser l'Afrique. Donc là, on repart d'une feuille blanche, toujours la 4L. Grosse expérience à travers les frères Marot, dont j'ai dévoré tous les rallyes, toute la préparation. Et je me dis, je vais faire un peu une 4L dans ce sens, mais non pas comme eux pour aller vite, mais pour aller loin. Parce que le Dakar, c'est 5000 km. Et là, moi, je partais sur 10-15 000 km. Mais eux vont loin très vite. Et moi, je voulais aller loin lentement, mais avec la même qualité de préparation. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai racheté un autre châssis, parce que le châssis, j'ai récupéré la coque de la première 4L, celle qui avait donc fait un peu 3 voyages déjà. Et là, il y a eu 1 an de prépa. Et la voiture a été vraiment une petite merveille. Elle l'est toujours, puisque je l'ai toujours, cette voiture. Et donc, je suis parti avec cette voiture, avec ma fiancée, 1 mois, avec moi, et après j'ai continué en gros 3 mois, puisque je suis allé jusqu'au Zaïre avec cette voiture, jusqu'à Kinshasa, et il n'était pas question que je laisse la voiture à l'arrivée de rentrer en avion. Je souhaitais l'accompagner pour le retour, donc j'ai cherché un cargo que j'ai trouvé un peu difficilement, parce que les cargos n'emmènent pas de passagers, a priori, en tout cas à l'époque, et donc je suis rentré avec ma voiture 3 semaines sur un bateau zaïrois jusqu'en Europe. Donc et pour la petite histoire, je travaille dans cette activité depuis 35 ans, c'est-à-dire dans les bateaux, et donc je suis retourné dans ce port. Et quand on me dit, vous êtes déjà venu, c'est le port de Matadi, c'est la République démocratique du Congo, vous êtes déjà venu ici, chez nous? Je dis oui, en voiture. Non, mais chez nous, ici, là, je dis oui, je suis venu en voiture de Paris. Comment de Paris? Mais je dis oui, on a une piste, ça commence par le Sahara, bon, après, c'est plus facile, c'est la grande forêt, et puis je suis arrivé à Matadi, et je suis reparti avec un cargo. Alors là, c'est sûr, là, le dialogue n'est plus le même après. Et ça, c'est fabuleux, parce que quand je suis arrivé au terme de ce voyage, que j'ai cherché le bateau, à aucun moment, j'étais dans le paramédical, j'aurais pensé faire une activité que je fais toujours dans le domaine du shipping. Voilà. Donc ça a été le très, très grand voyage. 4 mois, une 4L préparée de A à Z, l'échappement sur le toit, rehaussé, un radiateur énorme, 2 gros ventilateurs, un tableau de bord façon Airbus, maison avec des compteurs, des manos partout, et la voiture a eu 0 problème. C'est-à-dire que je suis descendu avec cette voiture jusqu'au Zaïre, et il n'y a eu aucune panne et aucune crevaison. Voilà. Fantastique voiture. Bon, on verra que tu n'es pas habitué aux pannes au final, parce que même la 928, c'est quelque chose qui ressort. On fait tout pour ne pas en avoir, mais après, il y a beaucoup de chance derrière, il en faut. Hein. Mais là, je me posais plus la question, donc c'est en 84 que tu fais ce voyage. 84. Tu es tout seul pendant une bonne partie du voyage. Pendant pratiquement 3 mois. Tu n'as pas eu des soucis par rapport au fait d'être tout seul, justement, où des gens ont essayé encore une fois, d'en profiter? Seul, des fois, c'est un peu, des fois, complètement surprenant. Tu passes une frontière, il y a une barrière qu'il faut lever. En Afrique, j'ai passé beaucoup de frontières. Cameroun, République centrafricaine, enfin Congo, Zaïre. Et puis cette barrière, faut la lever. Mais les types localement, que ce soit les douaniers ou les policiers, ne comprennent pas, parce qu'il va jamais. En Afrique, t'as jamais quelqu'un seul dans une voiture. Hein. C'est pas possible, c'est pas. Et donc ils me disent, vous pouvez y aller, mais je peux pas appuyer sur la barrière et conduire. Donc je leur
Et les gars comprenaient pas. Et après, j'ai réalisé que, bah oui, je suis seul. Donc seul, on est confronté même à ça. C'est-à-dire qu'il a fallu que j'aille les revoir, leur discuter, palabrer, pour que quelqu'un accepte de pousser sur la barrière pour que je puisse passer. Donc seul, même ce petit truc-là, parfois, c'est lourd. Alors, on rencontre des gens. Et puis, on a des aventures. Allez, j'irais presque à dire un peu extrême, dans le sens où j'ai été complètement volé, dévalisé pendant le voyage, sans violence, hein, à mon insu, mais totalement. C'est-à-dire tous mes papiers, tout mon argent, le plein d'essence que je venais de faire, j'avais deux réservoirs sur la voiture et 4 jerrycans, je ne pouvais même pas payer le pompier, je n'avais plus rien. C'est-à-dire pas de passeport, pas d'assurance, pas de carte de crédit, pas de traveler chèque, pas de cash, donc bloqué dans le pays, sans aucun document de la voiture. Voilà. Ça, c'était où? C'était à Bangui, en République centrafricaine. Donc, c'est la preuve que... alors là, je pense que l'expérience des précédents voyages, ça renforce un petit peu, quoi. On s'est dit, waouh, encore une fois, et ça a été le cas pour un 928, dès lors qu'il n'y a pas d'accident ou de maladie, c'est pas si grave que ça, à mon sens. Parce que il faut toujours relativiser. Si on commence à paniquer au moindre... C'est pas grave, c'est très embêtant, ça, faut reconnaître. Parce que là, je sais pas où je dors, je peux même pas payer le gars et j'ai aucun papier sur moi. Et c'est du concret, là. On a beau rêver, c'est du concret. Donc après, on remonte l'histoire, il y a un peu de chance, une personne vient me voir dans mais vous avez un problème, vous êtes là depuis 3 heures. Alors, je dis oui, un peu quand même, mais j'ai plus rien. Ah bon, voilà, j'habite là avec mon mari, on est expatrié, voilà. Donc je suis allé les voir le soir, quoi. Donc c'est une histoire, bon, et on s'en sort. Ils t'ont aidé avec l'ambassade pour refaire des papiers? Il a fallu refaire les papiers, ils m'ont avancé un peu l'argent. Des enfants sont venus me voir en me disant on a vu les voleurs. Donc je les ai un peu motivés. On les a écoutés, si vous les retrouvez. Et s'ils m'ont retrouvé ça, je leur ai listé ce dont j'avais besoin. Je pourrais vous offrir à chacun quelque chose, quoi. Il faut essayer de se débrouiller, quoi. Alors pendant ce temps-là, le facteur temps joue. Parce que, encore une fois, je partais pas 2 ans. Ma petite copine, elle attendait le retour pour qu'on se marie, quand même. Et puis, moi aussi. Donc, du coup, la météo devient mauvaise. C'est la saison des pluies. Donc, quand enfin je retombe un peu sur mes pieds au niveau documentaire, des documents, au niveau des papiers, de l'argent, etc., les pistes sont impraticables avec une 2 roues motrices. On me dit, mais vous passerez jamais en Ouganda avec cette bagnole, hein. Les camions, ils sont plantés jusqu'au châssis. Donc, là, pareil, on se renseigne. Et puis là, il y a le fleuve. Congo. Du coup, je pars sur une barge avec ma voiture pendant 5 jours pour descendre le fleuve avec des barges sur lesquelles on a posé ma voiture tout à l'avant, avec un pousseur énorme derrière. Comme on voit sur la Seine à Paris, il y a 3 barges frontales et je dors dans la voiture. Et c'est une aventure extraordinaire parce que là, le pousseur a eu des pannes. Donc, à ce moment-là, il accoste, il se met en travers sur un fleuve énorme. D'un côté, c'est le Congo, de l'autre côté, c'est le Zaïre, et il accoste comme il peut, il accroche l'embarcation à des baobabs, et là, il y a des villageois qui viennent toucher la voiture parce qu'ils n'en ont jamais vu de près. Parce que ces villages ne sont pas raccordés. Ils sont dans la forêt, ils chassent, ils pêchent, il n'y a pas de route pour les atteindre. Ils vivent que via le fleuve. Donc, ils voient passer des voitures parfois sur des barres, mais il n'y en a aucune qui est dans leur village. Donc, ils montent, ils touchent la voiture et après, ils viennent voir l'Européen, quoi. Et c'est un peu surprenant. Je pense que souvent, ils venaient me voir, ils me demandaient par des gestes, et je comprenais qu'ils avaient mal au ventre, ils voulaient des médicaments. Voilà. Je pense qu'il y avait un reste du docteur Schweitzer et à chaque fois, il doit avoir... Donc, j'étais blindé de médicaments. J'avais une valise remplie de médicaments. Donc, voilà. Mais encore une fois, c'est des aventures qu'on ne peut pas écrire ou imaginer à l'avance. Jamais j'avais imaginé que je descendrais sur une barge fluviale sur le fleuve Congo, seul pendant 5 jours, en accostant dans des villages où c'est vraiment, waouh, on est vraiment là au bout du monde, quoi. Voilà. En fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que tu as besoin d'une grosse préparation, ouais. Mais ça n'empêchera pas le fait que tu auras l'improvisation. Toujours. Et l'improvisation, elle est mieux gérée quand on a un peu plus d'expérience. Et dès le premier voyage, il a fallu improviser. En Iran, à un moment, ils ont dû adapter sur la voiture, on n'a pas de quoi payer le truc. Enfin bon, si on se dit, tant pis, on arrête, on est tout seul, faut improviser. Et là, il y a quand même... on s'est retrouvé en panne à ce tout premier voyage, ça a été pour moi déterminant, où il a fallu, pendant 4 jours, reconstruire ce joint de culasse, payer avec ce qu'on pouvait, et quand on a quitté le garage, on n'avait plus rien, on n'avait pas de cash. Et il restait 700 km pour aller à la capitale turque, Ankara. Et donc, quand on est reparti, le copain, qui était quand même, lui, un peu inquiet
trop inquiet en fait pour ce genre de voyage, mais ça on le découvre, hein. On le découvre sur la route. Je rentre dans la première station, je fais le plein. Il me dit, mais comment on va payer? Je dis, te pose pas de questions. Je fais faire tous les jerrycans, je refixe les jerrycans. Et si je commence à dire au type, bon, j'ai pas d'argent, mais j'y serai encore. Donc, il faut se débrouiller. Et une fois que les pleins sont faits, qu'il me montre les Turkish liras à payer, je lui dis, moment, je regarde son jean plein de cambouis, plein de graisse, et je sors un jean. Et je lui dis, tiens, le gars, il est ravi, il regarde, ah ouais, bon, mais il me le rend. Je dis, non, non, c'est pour toi. Et à la fin, le but, c'est pas de l'escroquer, mais c'est de faire un troc. Parce que je vais le payer, mais autrement, puisque j'ai pas de billet. Et il n'y a pas de distributeur. Donc là, les pleins sont faits, donc on peut continuer. Ça, c'est la priorité. Mais il faut partir avec de la débrouillardise, quoi. Mais ça, encore une fois, c'est une nature. Je pense qu'on s'improvise et puis après, ça marche ou ça marche pas. Bon, à chaque fois, ça a quand même marché. Donc le type, on lui a laissé 2 t-shirts, un jean, des cassettes, une boîte isotherme et on a dîné avec lui. Il mangeait une grande gamelle de carottes, il est allé chercher 2 cuillères, on est reparti. Le copain, il dit, oh, j'aurais jamais... Il était malade, le copain. Il dit, mais comment on va finir? Je dis, attends, non. Il a cru que j'allais faire le plein, il me paraît, avec une 4L. Comme un voyou. Vous avez des R12 là-bas, donc on m'aura vite rattrapé. Hein. Donc, ça, c'est le genre de petits trucs. Et c'est sur le... Voilà, c'est au pied du mur qu'on voit... je pars du principe qu'il faut quand même préparer au maximum. Et après, l'improvisation. Alors, l'improvisation, on n'en a pas forcément besoin si tout se passe bien. Mais dans un voyage de groupe, même si on a 3 voitures, on a plus de chances que ça se passe bien. Parce que dans les 3, il y en a un qui est un peu plus logisticien, l'autre, il est plus mécano. Quand on fait tout, bah, on s'attend à être parfois, comme ça, confronté à des difficultés. Mais il y a vraiment, encore une fois, à part un accident ou une grosse maladie où il faut être rapatrié sanitaire, c'est que de la logistique. Et même avec la Porsche, on a vécu ce genre de situation un peu critique, mais avec mes fils, on les a parfaitement gérés et je suis fou de joie parce que eux ont partagé ça. Voilà, on y reviendra. Donc là, tu rentres en France. Ouais. Tu le disais, en fait, il y a un lien entre le fait que tu commences à avoir, entre guillemets, un attachement maritime à travers tes voyages, où tu découvres un peu le voyage par cargo, et finalement, tu vas y bosser un peu. C'est une surprise de la vie, presque. C'est une opportunité de dingue. Formation de podologue, donc rien à voir. Rien à voir. Et pour financer ce voyage de Transafrique, je suis rentré dans une société par un copain, par un ami qui m'a dit, on cherche un coursier, ça t'embêterait? Je dis pas du tout. J'ai fait 6 mois coursier, c'est exactement ce qu'il me fallait, 6 mois au SMIC en gros. Et puis cette société m'a proposé de revenir les voir après. Je leur ai dit, écoutez, moi je pars. Ah bon, bah alors j'ai filé ma démission. Mais il me dit, mais on aime bien votre profil, éventuellement revenez. C'était que des ingénieurs agro, hein, donc on est très loin de l'orthopédie. Hein. Bah, je dis, why not, hein, avec grand plaisir. Et je suis revenu et je suis toujours là-dedans. Donc j'ai fait une formation sur tous les quais de chargement des gros bateaux liés à des expertises au départ de marchandises, de céréales sur des gros navires et j'ai découvert ce milieu, quoi. C'est extraordinaire. C'est de l'expertise technique pendant le chargement des bateaux de 50 000 tonnes, soit 100 000 tonnes, enfin ça tout dépend, et de cargaisons diverses. Et là, il y a des métiers très, très, très techniques qui permettent à la fin, avec un sac de 2 kilos de blé, de dire que ces 2 kilos représentent les 50 000 tonnes du bateau chargé. Et ça va en analyse, ça permet d'émettre un certificat et ça permet aux chargeurs d'être payés. Des grosses sommes. Mais à côté de ça, il y a toute la partie bateau. Le bateau, lui, il transporte, hein, donc il doit être conforme, donc il doit avoir des cales en bon état, il doit avoir des cales scellées, il doit avoir des certifications au niveau des poids qu'on lui met à bord. Donc le commandant a toujours, évidemment, l'inquiétude de se faire un petit peu avoir, que le silo mette moins. Donc tout ça, ce sont des procédures que j'ai apprises sur le terrain et que j'ai continué de mettre en pratique. Et puis après, toute ma carrière, donc je suis revenu de ce voyage, je suis retourné voir cette société qui m'a embauché. Et j'ai fait 25 ans, et aujourd'hui je suis dans une autre, mais c'est à peu près équivalent, même activité. Et t'as vu tous les pays du monde, t'es certainement... Pas tout, j'en ai vu pas mal, oui, plus d'une centaine. Faut pas te contacter pour la podologie, du coup, là, c'est pas... Non, mais j'ai jamais exercé. Mais t'as jamais exercé, c'est ça. Mais mon épouse exerce, c'est parfait, on a fait des études en commun, ensemble, mais... Et ça, si tu veux, après il y a eu un département qui s'est ouvert à travers ces bateaux, dans le domaine des aides alimentaires. Donc là, c'est effectivement encore un peu du système D, parce que les aides alimentaires partent dans des pays parfois extrêmement compliqués, dans lesquels on n'a pas de bureau.
Donc, il faut monter une structure parce que ces expertises techniques se font au départ, mais se font à l'arrivée. Et quand les pays où vont aller ces marchandises sont l'Afghanistan, l'Irak, l'Angola, le Nicaragua, il faut aller sur le terrain pour comprendre comment ça se passe à l'arrivée. Si on reste au bureau et qu'on attend des chiffres et des photos à l'époque qui n'étaient pas de grande qualité, il faut aller sur place. Et en allant sur place, il faut aussi être un peu amené à improviser. Sinon, on a une vague idée. Quand une aide alimentaire arrive en Mongolie au mois de janvier, par moins 36, si on reste au bureau, on ne se rend pas compte des conditions de travail. Et puis après, quand on a en face de soi les donneurs d'ordre, c'était par exemple là, en l'occurrence, soit un ministère français, soit l'Union européenne, il faut expliquer. Et quand on vous dit, oui, mais alors vos gens, non, je dis, c'est pas mes gens, j'en reviens. Donc je peux vous dire que voilà, au Tchad, on est allé voir les lieux de réception. Ah bon, au Malawi, enfin dans les pays, en Érythrée, j'ai dû prendre le bateau à la sortie du canal de Suez, rester 3 semaines à bord pour voir comment on déchargeait. Il n'y avait pas d'avion pour y aller, quoi. Donc j'imagine que les personnes qui étaient motivées à faire ce job ne devaient pas se bousculer non plus. Il n'y avait pas. Ouais. T'étais le seul. Non, il n'y avait pas. Il me disait, mais Philippe, t'en as pas marre, ça t'embête pas? J'ai dit, non, mais d'abord, il faut une famille compréhensive. Il faut que ma femme, quand je rentrais d'un voyage, je dis, au fait, je vais repartir. Alors, des fois, il y a des pays qui font un peu rêver. Il y a eu des opérations sur Madagascar, mais juste derrière, c'était des pays comme l'Angola, à une époque où c'était des pays un peu en guerre, ou l'Irak, pour aller au port irakien, il n'y avait pas d'avion. Il fallait prendre un taxi en Jordanie, et il y a 1600 km de taxi avec une nuit à Bagdad. Donc, c'est le genre de voyage qu'on prépare. Et quand on revient, si le gars te dit, tu sais que je vais à Barcelone ce week-end, bon, t'es pas tellement enthousiaste. On va dire, ouais, formidable, bravo. Mais bon, c'est des voyages compliqués. Mais tout est possible. Il faut simplement bien se renseigner et toujours au moment où on le fait, parce que quelqu'un lui dit, tiens, toi qui es allé, je dis, non, j'y suis allé il y a 4 ans. Les choses ont peut-être totalement changé. C'est peut-être plus facile, plus difficile, je sais pas. Il t'est arrivé des mésaventures un peu dans le cadre de ce travail, justement? Ah oui. Des situations peut-être un peu chaudes. Ah oui, un dîner à Kaboul où d'un seul coup, ils bombardent sur la ville, alors qu'ils bombardent l'aéroport. Donc l'aéroport, on est dans un restaurant qui a servi du reste à une série télévisée, là, Kitchen, là, Kaboul. Enfin, et tout le monde part en courant parce qu'ils ont tous un chauffeur et 4x4. Et moi, l'expert avec qui je travaille, on n'a rien, quoi. Donc, on attend dans le restaurant, et puis là, il y a un gars qui est au bar, qui dit, non, je suis médecin de l'ambassade, je vous ramènerai dans le guest house, ça craint rien, faut attendre. Et les hélicoptères décollent, il est 11h du soir, enfin, donc ça veut dire que le lendemain, il n'y a plus de vol, quoi. Et surtout, se dire, ouais, ma famille doit s'inquiéter. S'ils entendent que Kaboul est bombardé, alors que j'y suis, des fois, quand on n'y est pas trop longtemps, honnêtement, c'est un risque moindre. Moi, quand tu dis, ouais, je dis, ouais, mais moi, je reste 2 semaines, 3 semaines. Quelqu'un qui est expatrié, qui vit au milieu de tout ça, chapeau, parce que lui, il est exposé. Simplement, des fois, c'est pas de chance, quoi. Donc, oui, il m'est arrivé d'être dans des situations, l'Afghanistan, l'Irak, ça fait partie des pays les plus compliqués. Après, il y en a eu d'autres, Pakistan, l'Inde, on a fait des aides alimentaires au Népal. Bon, c'est très compliqué. Les bateaux déchargent au port de Calcutta, reprennent des trains pour aller jusqu'au Népal. Mais au Népal, l'aide n'arrive pas dans la capitale, Katmandou, elle arrive au sud, à Birganj, il faut reprendre un petit avion à hélice. Au moment où il y a une espèce d'ouragan, donc tous les vols sont annulés, sauf celui-là. Et après, le pilote fait une crise de nerfs tellement il a eu peur, donc il se jette dans l'herbe, il faut le calmer et tout, alors que on était dans l'avion, quoi. On dit, waouh, s'il lui fait un burn-out, on va peut-être pas remonter, quoi. Et après, l'hôtesse nous donne des bonbons, voilà, en disant, tenez, on est 8 dans l'avion, un monomoteur, quoi, et le train rentre pas, c'est des petits avions, quoi. Donc voilà, il faut être sur le terrain. Pour moi, si on est sur le terrain, on comprend mieux. Donc j'ai eu cette chance jusqu'à maintenant d'exercer dans ce type d'activité. Parallèlement à ça, évidemment, ta passion pour l'auto ne s'amenuit pas. Tu n'as pas fait beaucoup de voyages à ce moment-là parce que tu commences à avoir des enfants aussi. Il y a une famille qui se construit. Ouais. Mais tu as quand même acheté des très belles autos. C'est quoi tes rêves un peu à ce moment-là? Alors les rêves automobiles, c'était d'abord tout terrain. Pour reconnaître que grâce au Dakar, et qui avait un lien avec mon voyage, surtout cette Transafrique, je rêvais de ces engins, donc je rêvais d'un Land Rover. Voilà, pour moi, c'était le vaisseau du désert, comme on l'appelait. Il y avait Land Rover et Land Cruiser Toyota, mais Land Rover à l'ancienne. Donc je rêvais d'un Land. Et puis, il y a la première voiture, enfin, je pense les deux, plus ou moins. D'abord, c'est la Jaguar MK2. Cette voiture, ce côté rond partout, brillant. Les années 60 pour les plus jeunes. Années 60, voilà. Et elle a été lancée en 59 et je rêvais d'une MK2. Alors,
Mais à voir, donc j'ai toujours dévoré la presse, suivi tous les salons de rétromobile, j'ai emmené mes enfants voir les courses de Formule 1, enfin tout ça, on a baigné dans l'auto, quoi. Mais je perdais jamais de vue qu'un jour, j'aurai une MK2. Voilà. Donc le Land Rover, oui, plus facile à avoir. La MK2, quand tu regardes les annonces à chaque fois, bah oui, c'est la tienne, elle est pas chère. Et pour cause, le moteur est bloqué. Bon, alors, est-ce que ça vaut le coup? Et la 928 m'a marqué depuis qu'elle est sortie. C'est-à-dire qu'à Poissy, un jour, dans la ville, Parce que tu viens il y de Poissy. avait... Je viens de Poissy, là où mon père a travaillé à Simca, chez Simca, et il y avait une 928. J'ai tourné autour de cette voiture, mais vraiment, elle m'a... c'était un flash, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? Tellement elle était futuriste, cette ligne de squale là. Et en tournant, je vois Porsche derrière. Alors là, c'était complètement incohérent avec le modèle classique de la 911. Je me dis, ça, c'est une... Et après, je me renseigne, j'apprends que c'est un gros V8 à l'avant. Enfin, pour moi, une voiture, c'est un gros moteur, parce que ça c'est lié. Bon, donc... Ça passe du bruit aussi. Ah oui. Donc cette voiture, elle m'a impressionné. Et je savais qu'un jour, j'en aurais une. Mais quand... Bon, voilà. Alors, il faut garder le cap, faut pas faire n'importe quoi, parce que si tu achètes le Land Rover, la Mark II et la 928, ça va pas marcher. Si les enfants sont trop petits, il y a beaucoup de choses à voir, à faire avant d'arriver à ça. Donc ça s'est fait par étapes. D'abord, il y a eu le Land Rover, la première MK2, si j'en ai une 3i4. Je rêvais d'un modèle que j'ai eu la chance d'avoir plusieurs années après, la 3.8, couleur blanc cassé, le All English White avec les roues à rayons. Donc voilà, c'est celle que j'ai toujours aujourd'hui, qui est une voiture dont je rêvais. Le Land Rover, je me suis procuré un châssis court, bâché, un peu surélevé, qui permettait un peu de se rapprocher un peu de l'Afrique. On allait crapahuter une fois par an dans les terrains au fin fond de l'Auvergne, enfin des trucs fantastiques. Le milieu Land Rover, c'est vraiment un super jouet. Voilà, donc c'était encore... Voilà. Et puis la 928 restait... l'objectif ultime en vue de remplir la boîte de jouets dont je rêvais plus jeune, quoi. À quel moment tu arrives à réaliser ce rêve? Ce qui est assez amusant, d'ailleurs, on peut le dire, c'est qu'il y a une anecdote avec ce centre Porsche Complètement. Reims. Ouais. Honnêtement, c'était pas volontaire, c'est un hasard total dans l'histoire. C'est un hasard total parce que quand j'ai décidé d'en acheter une, je regardais les annonces, tous les articles, tous les sujets qui traitaient de la 928 étaient confirmés. Attention, acheter une voiture en bon état, c'est une voiture compliquée, assez onéreuse à entretenir. Si vous l'achetez à un prix très très bas, avec beaucoup de voyants allumés, vous allez regretter toute votre vie, quoi, parce qu'elle ne roulera pas, ou alors ça va vous coûter 3 fois le prix d'achat. Donc je cherchais, et à un moment il y a eu l'annonce. Tout de suite, j'ai compris que c'était celle-là, quoi. Il y avait la couleur, l'intérieur, le kilométrage, et le propriétaire était dans l'est de la France, et on a décidé de se voir avec la voiture, faire chacun à peu près la moitié du chemin, et il s'est trouvé que c'était Reims, la moitié. Et il m'a dit, le mieux à ce moment-là, on se voit un dimanche, après-midi, Porsche-Reims, ça vous irait? Je dis, très bien. Donc, on est allé à ce centre, qui était fermé. Il est arrivé avec cette voiture et c'est la première fois que j'ai vu ma voiture au centre Porsche de Reims. Donc je suis très content de revenir. Mais c'est symbole, on est un dimanche. Totalement, pareil. Quasiment sur les mêmes heures, mais là la voiture est à l'intérieur. Elle est moins propre qu'à l'époque parce que elle était tellement belle cette voiture qu'il m'avait même dit, je vous préviens à l'avance, je ne vous la laisserai pas conduire. Donc c'est à dire à quel point le type aimait sa voiture et en était sûr, quoi. En me disant non, elle est impeccable ma voiture, elle est comme neuve. Donc je vous assure, mais je vous rappelle que je viens pour l'acheter quand même. Il dit oui, mais vous la conduirez après, si elle vous plaît. Donc, et il n'en démordait pas. Hein. Donc je dis, ça ne m'a pas empêché, au contraire. Je dis, ça veut dire que c'est un vrai, lui. Sa voiture, elle va être vraiment top. Ce qui était le cas. Donc si je comprends bien, à ce moment-là, tu as cette passion des voyages qui est ancrée, que tu as sûrement transmis à tes enfants, ouais. Mais pas des voyages automobiles. Tout à fait. Tu as ta passion automobile qui est toujours aussi dévorante, tes rêves automobiles qui se sont réalisés. Voilà. À quel moment il y a ce switch où tu arrives à voyager avec tes enfants? Parce que c'est un peu la base de ce projet 928 aussi. Alors, absolument rien de prémédité, mais rien du tout. Les trois jouets sont à la maison. Bon, voilà. Donc là, on est en 2007, c'est ça? 2008. Voilà, tout est là. La Mark II, la 928, le Land. On fait des sorties avec la 928, etc. Mes enfants ont voyagé quand même avant, parce que chaque année, on faisait un grand voyage avec eux, enfin un voyage lointain, pour qu'ils voient un peu. On partait 10 jours en février.
assez régulièrement pendant une dizaine d'années dans des endroits pour que ça serve un peu comme un échantillonnage, j'appelais ça comme ça, moi. Comme ça, ils auront vu un peu la Russie, la Chine, Istanbul, New York, enfin des choses. Après, bon, donc ils ont été amenés à voyager, mais la voiture n'avait aucun lien avec ça, si ce n'est le souvenir de la 4L avec laquelle ils ont joué dans les champs, quoi, voilà. Et puis, un soir, en 2010, j'ai un de mes fils, le plus jeune, Baudouin, ils ont un an d'écart, 13 mois, hein, qui me dit, papa, un jour, il faut, avant que je travaille vraiment sérieusement, il était opticien à ce moment-là, il faut qu'on fasse un raid comme tu as fait avec la 4L ensemble. Je sors ça un soir à 22h, à 22h02, je sors une carte pour savoir, deux questions, où aller et avec laquelle. Donc, quelle voiture. Tu prends ça immédiatement très au sérieux. Ah, mais à la seconde. Ouais. À la seconde. C'est-à-dire que là, mais c'est la chance de ma vie. Là. Parce que je ne les aurais jamais emmenés, pas de force, hein, mais en leur disant, venez, je vais vous montrer ce que... Parce qu'après, tu te dis, c'est pas leur truc, il faut pas forcer. Là, il me le demande. Peut-être avec ton pote aussi, où tu t'es dit, quand t'es pas fait pour ça, ça ne peut pas coller. Alors, si c'est pour entraîner mes enfants, les emmener, alors qu'ils adorent la voiture, mais ils l'adorent peut-être pas dans des pays comme ça compliqués. Donc, c'est pas la peine de me faire plaisir seul. Donc, faut que... Mais là, il me le demande. Mais ça tombe du ciel, quoi. Alors, instantanément, je dis, wow, mais ça, c'est... Alors que, bon, d'un point de vue... personnel, c'est pas évident à organiser, quoi. Il faut à nouveau mettre en place des budgets, si je travaille, prendre des congés, enfin bon. Et donc, je lui dis, on va, où allons-nous et avec laquelle? Donc, on décide d'aller au Moyen-Orient, en Asie centrale. Je repense à l'Iran. Mais je me dis pas d'y aller en direct, puis une route beaucoup plus bon. Et au départ, on voulait aller jusqu'en Inde. Un aller simple, de Paris à Calcutta. Et par un copain transitaire, la voiture serait revenue par container. Donc, première question, où allons-nous et avec laquelle? Et là, ça va très vite, la décision. On ne dit pas de Land Rover, on ne va pas en Afrique. Je vais beaucoup pour le boulot, c'est devenu quand même un peu chaud parfois. Donc, on va faire de la route et on prend une des deux, la Jag ou la Porsche. Et instantanément, on me dit, oh non, pas la Jag. Oh, les carbus, les roues à rayons, je dis, mais elle est impeccable. On avait refait le moteur depuis le box cylindre. Cette voiture, il dit, non, c'est la Porsche. Et à aucun moment, je me mets à ta place, tes voitures, elles sont dans un état incroyable. Tu te dis, ah, ça m'embête. Pas du tout. Tu n'as jamais eu cette réflexion? Alors, au contraire. Alors, moi, faut se donner tous les moyens, comme quelqu'un qui, tu sais, quand tu prends 3 mois ou 4 mois de congé sans solde, tu dis non, c'est pas raisonnable. Je peux pas, je ferai ça plus tard. Mais non, à un moment, il faut le faire. Parce que, encore une fois, il y a une vraie motivation. S'il n'y a pas la passion derrière, si c'est tiède, c'est même pas la peine d'insister. Mais là, il faut préparer la voiture, on la prépare. Et on fait ce qu'il faut. Quitte à pas l'abîmer ou la saborder, mais l'améliorer par rapport à ce qu'on va faire. Donc, le soir même, c'était déjà décidé. C'est-à-dire qu'on va, en tout cas en Asie centrale, par quelle route on va voir, et on prend la 928. Et au petit déjeuner, je le dis à mon épouse, je dis, tiens, et là, elle comprend tout de suite que c'est pas des blagues. C'est pas des blagues, quoi. C'est pas, oh, pourquoi pas, why not, ou oh, encore un caprice. Non, jamais. Moi, si je pense à quelque chose, lorsque j'ai acheté cette 928, j'ai un copain qui lui a dit, oh là là, ma pauvre, il y a encore une voiture. Il fait, non, mais tu sais, Philippe, on se connaît depuis qu'on est étudiant. Il m'a toujours parlé de la 928. Donc, je savais qu'un jour ou l'autre, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Si on ne met pas ça dans le bon ordre, ça ne fonctionne pas. Donc, elle a compris. Ah oui, mais ça ne va pas être dangereux. Je dis, attends, non. Ouais, quand même, là, tu pars pas tous. C'est quand même avec Baudouin. Donc, et puis, là, la première chose, c'était déjà comment préparer cette voiture. Parce que c'est une routière, c'est une autoroutière. Elle est faite pour aller vite sur les lignes droites. Alors, elle est en très bon état, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'elle soit vraiment revue et améliorée. Parce qu'on s'attend à avoir des mauvaises routes, et cette voiture, elle est basse, et bon, elle est pas fragile, elle est super conçue, mais enfin, maintenant, je peux le confirmer, mais il faut quand même l'améliorer. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de route de secours, tout est à réétudier un peu pour un voyage. Voilà. Mais ça, c'est-à-dire, c'est pas très compliqué si on prend le temps. C'est là où tu as ce fameux précepte. Alors, je ne sais plus si c'est 4P ou 3P. Tu disais passion, Porsche, un peu d'argent, donc pognon. Et c'était quoi? C'est 4P, c'est passion, préparation, pognon. Ah, c'est ça. C'est la règle des 3P. C'est ça. Non, parce que la passion, dans le sens où la préparation est tellement... on ne sait pas si on va aboutir, parce qu'on est un peu dans l'inconnu pour améliorer cette voiture. Bon, toute la partie administrative, on pourra y revenir, c'est extrêmement lourd. Alors là, même chose, on ne sait pas du tout.
Et puis donc la passion, si elle n'y est pas, on arrête en cours. Ouais, parce que tu t'es découragé par tous les obstacles. On se dit on va s'arrêter en Bulgarie, quoi. On va pas aller en Ouzbékistan ou Turkménistan, alors même que d'abord aucune 928 n'est rentrée là-bas. Donc imaginons qu'on ait le moins de problèmes. Mais ça m'arrête pas du tout. Au contraire, c'est un plaisir, c'est pas du tout un challenge. Tiens, je vais essayer de battre un record. Pas du tout, c'est un truc perso. On fait un voyage père et fils. Ou fils et père, parce qu'encore une fois, j'emmène pas mon fils et il m'emmène pas, quoi. On est à force égale et à passion égale. Et donc, c'est le plus beau cadeau, quoi. Donc, on a vraiment planché sur la voiture et sur la partie administrative. Donc, il faut trouver là les bons, disons, les bons préparateurs, quoi. Il faut vraiment un bon mécanicien et un bon préparateur pour l'accastillage de cette voiture en vue de faire ce voyage. Donc le préparateur, enfin le mécanicien plutôt, il est primordial. C'est Igor, c'est un ami depuis longtemps, mais lui, il les connaît par cœur. C'est lui qui a préparé la voiture en mécanique. Donc je tire mon chapeau parce que si il vise pas bien quelque chose ou s'il ne pense pas, on va avoir le problème tôt ou tard parce que c'est plus sollicité que sur le périphérique là où on va. Hein. Donc ça, c'est voilà, le mécanicien, c'est primordial et le préparateur, donc faut le trouver, le protagoniste capable de et on l'a trouvé, c'est Jeff Gain. Lui, il préparait des camions du Dakar, il préparait des trucs. Quand je suis venu le voir, il était extrêmement. Et après, il m'a dit, j'ai adoré ce truc. Il me dit, moi, j'ai fait 10 Dakar, j'ai préparé des camions, des Unimog, mais partir avec son fils en 928. Donc, je lui dis, voilà ce que je veux. Je savais exactement. Au bout d'un moment, on a préparé ce qu'il fallait faire, mais fallait-il encore le réaliser, quoi. Mettre, déjà, la première chose, il n'y a pas de roue de secours, il y a une galette. Donc, il faut une roue avant, une roue arrière. Elles sont grosses, ces roues. Surtout l'arrière, elles ne rentrent pas dans la voiture. Donc, on décide de la mettre sur le toit. Voilà. L'autre à l'intérieur, comme ça, on a 2 roues de secours. Après, il faut comment la fixer. Donc, je ne voulais pas de barres de toit, des trucs qui se déglinguent, parce que tout ce qui est fixé à l'extérieur d'une voiture, sur les pistes ou sur les mauvaises routes. Donc, je lui ai expliqué, il me dit non, mais j'ai compris. Et il a travaillé le support de façon incroyable, en 3D, renforcé par l'intérieur. Enfin bon. Le résultat est incroyable parce que tu as l'impression que la roue est posée sur Qu'elle le est toit. collée. Alors, ça me pose souvent des problèmes parce qu'on croit que je l'ai oublié, que j'ai crevé, que je l'ai jeté rapidement et que je repars. Donc, des motards ont peur parce qu'ils me suivent. Ils disent waouh, sur l'autoroute, on fait des grands signes, on klaxonne. Le record, c'est quand même 3 fois dans la journée à Paris. Hein. Arrêtez. Un bus, camion de police, les CRS sur le périph', les gars qui me fait ralentir. La roue, elle tient ou pas? Je dis, ouais, on a fait un tour de monde. Alors, c'est bon. Et le CRS repart à fond avec sa moto. Enfin, non, c'est toujours un moyen d'échange sympa. Mais c'est la roue qui intrigue. Mais qui intrigue vraiment. Un jour, un orage, une femme derrière qui sort, qui vient me taper au carreau. Elle est rincée, la pauvre femme. Pour... Vous avez oublié votre roue? Je dis, non, madame, elle tient. Elle est restée. Ah. Alors là, c'est vrai qu'on se demande pourquoi il y a une roue sur ce toit. Quoi. Donc, surtout sans fixation. Tu peux avoir des sangles, tu peux avoir des manilles, des trucs. Non, là, elle est posée, mais elle est posée comme un aimant. Mais dessous, il y a un super renfort. Quoi. Théoriquement, on devrait pouvoir lever la voiture par la roue. Quoi. Le renfort qui a été fait, il est extraordinaire. Donc, voilà, préparer la voiture, ça commence par déjà la relever, donc trouver une suspension qui va permettre de remonter la garde au sol, protéger le bas moteur, hein, donc faire un blindage de 8 mm d'aluminium, protège. Donc pour faire ce blindage, c'est pas prévu pour. Il faut donc c'est toujours Jeff qui fait un cadre pour de façon à ce que il y ait toujours. Faut que le moteur respire. Faut qu'il y ait des prises d'air qui ont été prévues par Porsche quand même. Sinon ça va chauffer. Enfin surtout qu'on va même dans les pays chauds. Donc, il y a ça, protéger les phares. Je me dis, bon, il faut des grilles. Encore une fois, on l'a fait proprement. Ça, l'idée, c'était pas de mettre 4 rivets, un peu de grillage de jardin. Non, ça a été fait en inox. Enfin, il y a eu un vrai boulot, quoi. Donc, c'est ça qui a donné aussi, même au niveau du club 900, Porsche 928, là, qui sont vraiment des amis et qui ont suivi ça. Au début, ils étaient un peu dubitatifs. Mais c'est quand même dommage de saboter une voiture comme ça. Pourquoi certains sur le forum disaient pourquoi il part pas d'une 928 en mauvais état et je disais parce que c'est la mienne et en gros j'ai envie de faire ça quoi. Donc puis même peut-être partir d'une 928 en mauvais état aurait été une mauvaise idée puisque tu aurais eu plus de complications ou en mauvais état vos carrosseries parce que là on a percé le tableau de bord, faut mettre des GPS, faut que les câbles y passent, tout ça c'est des améliorations. On a percé le toit, donc c'est quand même un petit peu étonnant. Tu te dis on va percer le toit d'une 928 qui était très franchement en état concours. Elle avait fait 4 pages dans une revue, cette voiture était magnifique, mais non, on attaque le chantier et par tranche comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on met les roues, on met un blindage, on met des grilles, après on passe à l'intérieur. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Supprimer les sièges arrière, mettre des meilleurs sièges pour des longues distances,
prévoir des coffrages pour du rangement. Donc ça, c'est mon autre fils, Thibaut, l'aîné, qui a fait tout l'aménagement intérieur. Après, qu'est-ce qu'on emmène comme jerrycan? Parce qu'on ne va pas mettre un gros réservoir, c'est pas un proto. Donc on laisse d'origine. En fait, on laisse d'origine, mais on améliore en vue de ce que l'on veut faire. Voilà, c'est tout. Pas du superflu, c'est vraiment que ce qui Pas est de nécessaire. superflu, pas un proto de course avec des choses genre derrière, c'est un gros réservoir de 300 litres. Et ça ne m'intéresse pas. Ou une garde au sol de dingue, genre Bigfoot. Pourquoi faire? On va pas franchir des dunes. Hein, on fait une longue route. Alors c'est vrai que et tout ce qu'on a un peu prévu, en fait, c'est avéré juste. C'est-à-dire que heureusement qu'on avait un peu rehaussé la garde au sol, qu'on avait un blindage, parce que quand on attaque des routes, d'abord, il n'y en a qu'une, elle est pleine de trous. On ne peut pas se dire, bah, tiens, je vais prendre plutôt l'autre. Bah, non, il n'y en a qu'une. Donc, et puis cette route, on dit, bah, s'il y a des trous, on roule doucement. Bien sûr, on roule doucement, mais derrière, il y a un Kamaz russe qui lui ralentit pas. On va éviter le trou, bah non, parce qu'en face, il y en a 2 autres qui arrivent. Donc, à un moment, on tombe dans le trou. Pas très vite, mais ça tape sur le blindage. On espère qu'on casse rien. Donc, on est tout le temps un petit peu en limite, quoi, tout en préservant la voiture. Mais si on n'avait pas fait ces améliorations, au premier trou, on y reste. C'est fini. La jante, elle est cassée. Le carter, il est enfoncé et on s'arrête, quoi. On se dit, oh, c'est dommage. Hein. Donc, non, il faut faire ça. Et ça s'est avéré tout à fait adapté, quoi. Ça, ce qui m'impressionne dans ce que tu dis, tu vois, c'est que tu n'aies jamais eu de doute par rapport à ces préparations, comme tu dis, qui, entre guillemets, dégradent la voiture par rapport à une voiture neuve, enfin, qui était dans un état concours. D'autant plus qu'il y a quand même un budget qui est quasi équivalent au prix de la voiture pour la préparation. La prépa, c'est le prix de la voiture. Oui, mais je crois que tout passionné, comme quelqu'un qui, des fois, à 40 ans, change d'orientation pour faire... Il se donne à fond. On le fait sans même réfléchir, parce que sinon c'est que la passion ou la motivation, elle n'est pas aussi forte que ça. Si elle est forte, l'idée, c'était pas de rendre ma voiture vraiment comme une voiture tronçonnée à la meuleuse, en disant, oh, écoute, au moins... Non, je voulais le faire proprement, mais... c'était nécessaire, c'était absolument indispensable. Et pour ça, bah, il fallait parfois passer effectivement au fait de percer le toit, Alors après, on me disait, mais oui, mais alors après, tu vas la remettre dans le bon état comme elle était. Je dis, mais pas du tout. C'est sa vie, cette voiture. Puis c'est réversible, ça se trouve. C'est réversible, mais reboucher les trous, c'est son histoire. Et a fortiori, si l'histoire a fonctionné, si ça n'a pas marché, je dis tout ça pour ça, c'est dommage. Bon, mais là, c'est pas le cas. Et parce que pas une seule panne, c'est ça qui est dingue. Pas une seule panne. Sur le premier voyage, pas une seule panne. Sur le deuxième, un petit souci, mais c'est pas vraiment une panne. Ah, c'est pas une panne, c'est des impuretés d'essence, parce qu'on fréquente quand même, on traverse des pays où l'essence est parfois de mauvaise qualité, et bah, ça bloque la pompe. Un caillou, ça bloque la pompe à essence. Hein. Que ça soit une Twingo ou une Porsche, ça s'arrête, quoi. Donc là, il faut simplement retirer ce caillou, ou souffler dans la pompe, ou la faire tourner à l'envers, comme m'a dit Igor, mon copain mécano, par téléphone, mais on avait une pompe de secours. Donc voilà. Tu avais prévu en fait en backup toutes les pièces qui étaient sensibles entre guillemets. Oui. Tu avais tout changé neuf et tu avais gardé les vieilles pièces. Tout changé neuf, même ce qui était en bon état. Des fois, il me disait non, mais ça casse jamais. Je dis ouais, mais vu qu'on va rouler quand même dans des endroits, j'aime autant que ça soit neuf. Comme ça, déjà, ça tranquillise. On sait que les arbres de roue, les roulements, tout est neuf, quoi. Après, il y a des choses qu'on peut pas maîtriser. La boîte de vitesse, si elle casse, en revanche, il faut qu'elle soit bonne au départ, quoi. La voiture, quand je l'ai achetée, elle avait 100 000 km. C'est pas énorme. Et elle avait été entretenue tout le temps comme il le fallait, quoi. Donc, tout ça, c'était... Donc, là, après, à part la préparation de la voiture, les adaptations, les modifications, il y avait toute cette partie mécanique qu'il a fallu remettre en œuvre. C'est-à-dire que ça soit l'embrayage, la distribution, l'allumage, la moindre durite. Et celle qu'on va oublier, c'est celle-là qui va fondre et qui est coincée derrière. Donc, il faut y penser avant. Et moi, je ne suis pas mécano, donc on en parle aux mécaniciens. Et là, Igor me disait, non, ça, tiens, celui-là, on va le changer par précaution. Absolument. Des fois, il me dit, oh non, ça, c'est bon. Je dis, on change. Donc, à la fin, ça fait beaucoup de pièces. Hein. Ça fait quand même, c'est un budget. Et la voiture, elle n'est pas encore partie. Hein. Mais petit à petit, on arrive à avoir une voiture qui est en état, a priori, d'affronter des longues distances dans des conditions pas toujours excellentes, mais bon, on verra après. En tout cas, on aura tout anticipé. Et en fait, un voyage comme ça, ce sont que des plans B. C'est dire, voilà, si l'allumage, bon, bah, je mets à neuf, j'emmène l'ancien. Les pompes à essence, je vais pas en emmener 5, j'en emmène une. Les filtres, j'en emmène 2. Bon, et après, bah, on trouvera, au pire, on pourra souder une pompe de Mercedes là-bas, si vraiment elle lâche 3 fois de suite. Les roues, on en a 2. Oui, mais si on déchire des pneus, eh ben, on emmène des chambres à air. On fera recoudre les pneus et on met des chambres à air. On n'a pas crevé une fois, sur tous les voyages.
Mais si on n'y pense pas et qu'on est sur place, le cric, tiens, on va prendre un cric comme ci, comme ça, non. Alors attention, il faut prévoir ça. L'essence, la qualité de l'essence. Donc là, on se rend compte que sur tout l'itinéraire, eh bien, il n'y a pas forcément d'octane 98, loin de là. Des fois, c'est du 80, pas plus. Alors, exceptionnellement, ils ont quelques stations avec du 90. Donc le 90 avec quelques bidons d'octane plus que l'on met dedans, ça permet de remonter à 95. Et là, elle roule. Donc, combien de distance? 5000 km, donc il faut tant de bidons. Ça fait tant de plein, etc. Donc, Tu savais qu'elle pouvait rouler en 95 et que c'est le maximum, voilà, faut le minimum. Pas descendre en dessous. Voilà. Alors, l'autre chose très importante, qui avait été mon premier obstacle pour préparer la voiture, c'est les 2 boîtiers électroniques sur la voiture. Elle en a 2, c'est une 928 GT, 1989, c'est cette voiture. Et ces 2 boîtiers, je me dis, si jamais il y en a un qui brûle, enfin qui crame, c'est fini. On ne peut pas bricoler ça. Donc, ils m'ont dit, mais non, il faut t'en trouves 2 autres. Refait, et donc j'en ai acheté 2 occasions, refait à neuf avec des meilleurs composants et qui servaient de plan B et qui sont toujours dans la voiture, qui n'ont jamais été mis. Qui n'ont jamais servi. Mais voilà, le radiateur, il est neuf. On dit, bon, il a l'air en bon état. Mais heureusement qu'on l'a changé. Tout ça, ce sont des... En gros, il ne faut pas mégoter. La moindre biellette, la moindre truc, bon, on met dans le corps. Après, si une biellette casse, on pourra se débrouiller sur place. Ils vont la souder, ils vont l'adapter, etc. Mais il y a une crémaillère de direction, on refait la direction, tout ça. C'est quand même des voitures, elle est de 89, la voiture. Donc, elle a quand même un peu de vécu aussi. Hein. Donc, et on sait qu'une fois parti, on est sans filet. Quasiment. C'est-à-dire qu'il y a certains pays où il y a des concessions Porsche, mais ils n'ont jamais vu une 928. La Russie, ils n'ont jamais vu une 928. Bon, quand on est en Moldavie, en Ukraine, bon, il y a Porsche, hein, on est allé à Kiev, mais ils n'ont jamais eu une 928. Mais quand on est en Ouzbékistan, Turkménistan, c'est fini, là. C'est fini. Déjà, il n'y a pas Internet, et parfois, il n'y a pas d'essence, et Porsche, ils ne connaissent pas à cause du Cayenne. Ça nous a beaucoup sauvés. Ils voyaient le logo, oh, Porsche, bah oui. Sinon, Porsche, c'est sanitaire. Et donc, la préparation de l'auto, ouais. Donc la préparation de l'auto, c'est 6 mois. Et en parallèle, tu commences la préparation finalement administrative du voyage. Voilà. Et la partie administrative, évidemment, par mes voyages professionnels ou personnels, je me dis, bon, on est quand même préparé, mais on n'est jamais à ce point, parce que là, on part seul. Quand on part dans le cadre d'une activité, on a quelqu'un à l'autre bout qui vous attend, qui envoie des lettres d'invitation pour obtenir un visa. Là, on n'a pas ça, puisqu'on est en transit à chaque fois. Et donc, là, c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot parce qu'il faut travailler chaque pays un par un, voir ce dont on a besoin, visa, pas visa, vaccination, bon, et puis pour soi et pour la voiture. Et pour la voiture, c'est beaucoup plus lourd qu'on ne pense. Chaque pays a des règlements qui lui sont propres. Hein. Donc déjà, il faut un carnet de passage en douane pour certains pays qui évite que la voiture soit revendue localement. Pour obtenir ce document, il faut laisser une caution. Ça, c'est la base. Le carnet, il vaut 250 € en gros, mais la caution qu'on doit laisser au départ qui est encaissée, c'est le prix du véhicule assuré, hein, le prix de la valeur assurée du véhicule. Donc là, bon, mais il y a un minimum. On se dit, on va mettre le minimum. Et là, les experts, tout moins ceux qui à travers des forums, on dit, attention, ne faites pas ça. Parce qu'au poste frontière du Turkménistan, ils n'ont jamais vu une 928. Mais ils vont prendre votre carnet, ils vont regarder la valeur. Ils vont taper Internet. Et là, ils vont voir que vous avez mis 4 000 $. La première à vendre, elle est à 20 000 $. Fausse déclaration, saisie du véhicule, sur place. Ça se fait, hein, des gars comme ça, à minimiser le tarif de leur 4x4 avec une cellule derrière. Donc, il faut faire très attention. Donc, bon, ça freine un peu la préparation, ça. Donc, tu as fait attention à trouver une valeur qui soit pas trop haute, mais en même temps qui soit crédible. Voilà. Je l'ai fait estimer par un expert en disant que sa valeur avait baissé compte tenu qu'elle avait été transformée. Percer le toit, percer le tableau de bord, la rehausser, c'est plus une 928. Donc, sa cote diminue. Mais ça se prépare. On fait un rapport. On traduit le rapport. Comme ça, on peut le montrer. Au cas où. Si vous dites, pourquoi vous avez marqué 15 000 € alors que j'en vois qui sont à vendre 35 000 il faut pouvoir expliquer au type qui a 3 mots d'anglais, là. Voilà. Donc ça, après, il y a tous les visas. Il y a des visas faciles. Il y en a où il vous faut une lettre d'invitation. Et le visa iranien, quand on y va en touriste, il faut que vous ayez quelqu'un sur place, en Iran, qui faxe à l'ambassade d'Iran à Paris son extrait de naissance, une lettre manuscrite, comme quoi il se porte garant de vous pendant votre traversée de l'Iran. Donc, c'est compliqué. Le tout en farci. Le tout en farci. Parce qu'il l'avait fait en anglais. On m'a dit, pourquoi il a fait en anglais? Je dis, parce qu'il travaille à l'international, ce monsieur, que je connais grâce à mon activité, etc. Mais monsieur, on est iranien, il faut la refaire. Pas de problème, on va la refaire.
après 3 heures d'attente dans l'ambassade. Donc voilà, il faut être très, très patient et surtout ne pas dire «Oh, on verra sur place». Ça c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça, on peut le faire si on est en groupe ou quelqu'un dit «T'inquiète, je m'en suis occupé, t'inquiète». Là, non, il faut les vaccinations. En Iran, des choses toutes ça, il y a des grands dangers de meutes de chiens sauvages. Donc le vaccin contre la rage est obligatoire. Bah, c'est 3 vaccinations. Quand en France, vous demandez le vaccin contre la rage, on dit mais vous allez où là? Ou alors vous êtes de quelle époque? Bah, je dis non, non, c'est pour avoir le visa. Tu donnes pas la vaccination, t'as pas le visa. Donc ça fait beaucoup de... Donc c'est vraiment un dossier par pays. Et puis après, il faut assurer la voiture. Alors certains pays, bon, bien sûr, les assurances, la carte verte ne couvre pas tous ces pays d'Asie centrale. Donc on doit prendre des assurances au poste frontière. Ou pas. Parce qu'on ne trouve pas le truc d'assurance. Donc on roule un peu limite, quoi. Dans certains pays, on n'a pas le choix, il n'y en a pas. Voilà. Et après, quand on est avec la voiture, donc elle est prête, les équipements sont adaptés, la logistique à l'intérieur, etc., tout ça, ça fonctionne. Les GPS, il faut des GPS, il n'y en a pas partout. Il y a des pays où il n'y a pas... En Iran, ça ne fonctionne pas. Il faut les GPS, tout ce qu'il faut. Après, les médicaments, tous les documents, on part. Et là, bah, il faut encore s'attendre à avoir des surprises. Et là, il faudra improviser. Et on en a eu quelques-unes, quoi, de ces surprises. C'est pour ça que tu as une astuce que je trouve très maligne, que tu m'as expliqué quand on préparait cet épisode. C'était de garder tous les documents et par mail, Oui. et sur des clés USB, Oui. d'avoir les contacts de chaque ambassade, de chaque pays que vous avez traversé. Ça, c'est primordial. C'est-à-dire qu'une fois en panne, par exemple, si ça arrive, ou un problème autre, on s'est dit, bon, il faut que je me rapproche de mon ambassade, ou peut-être d'une concession. Donc, il faut regarder dans chaque pays, d'abord s'il y a un concessionnaire Porsche, prendre son mail, son téléphone, même chose aux ambassades, envoyer un petit message, moi je l'ai fait sur chaque ambassade, en leur expliquant. Voilà, on sait qu'ils savent qu'il y a une Porsche qui va venir avec 2 Français, le père et le fils, et souvent ils disaient waouh, bon voyage, quelle idée de faire ça avec ce genre de voiture. Bon, mais voilà, ça crée un lien. Bon. Et lister tout ça, scanner tout, bien sûr, les visas, les documents, etc. Se les envoyer en pièces jointes par mail, ça permet dans n'importe quel hôtel de reprendre ses mails et de le réimprimer si on les a perdus. Faire quand même une copie, moi je fais toujours une copie papier dans une enveloppe plastifiée qui est au fond de la voiture quelque part, et tout ça aussi sur une clé USB. C'est-à-dire que là on se sent quand même, par rapport à il y a 40 ans, un peu aidé au cas où. Parce que quand on a le cas en France, si on tombe de nuit en panne sur l'autoroute, on se dit waouh, si on n'a pas de téléphone, comment je préviens mon... Et pourtant on est en France. Alors là-bas, on est encore plus démunis. Si ça arrive, on est un peu paumé, quoi. Si vraiment on a un peu prévu ça et qu'en un seul coup on a perdu son téléphone, ou eh bien on sort sa feuille. Si on a perdu, la voiture a flambé, on arrive à l'hôtel, on va chercher ses mails et là, on va ressortir tous les documents. Donc, on pourra expliquer, voilà, j'ai plus rien, mais voilà, j'ai une copie de mon passeport, de mon visa, j'appelle l'ambassade, monsieur untel, c'est lui le responsable, enfin, tout ça. Ça se prépare, ça. C'est-à-dire, c'est beaucoup de nuits blanches, parce que des fois, on se dit, ça, j'y ai pas pensé. Ouh là là, mais c'est... Donc là, du coup, bah voilà, je me relève et je me remets sur l'ordi, je repointe, etc. Donc ça, c'est un travail de longue haleine qu'on prépare avec mon fils, mais à un moment, des idées viennent pendant la préparation, quoi. Et à un moment, on se dit, ah oui, ça, faut que je le fasse, Toute la partie médicaments, quoi. Il faut se dire, bon, mais là, on part pas 8 jours. 8 jours, on prend 2 boîtes d'un truc, ça suffit. Là, on se dit, attention, si jamais on est malade plusieurs fois, s'il faut ci, il faut ça. Bon, bah, du coup, et puis pas tout mettre au même endroit dans la voiture. Les médicaments, si on se fait piquer la valise pensant que les gars, il y a des lingots, mais non, c'est les médicaments, il faut essayer de splitter ça dans 2 endroits différents, quoi. Un dans le fond du coffre et un dans un sac de voyage, quoi. Et ouais, malgré toute cette préparation, tu vois, tu parlais tout à l'heure du sujet de l'assurance. Oui. Bizarrement non, mais tu as eu une galère d'assurance aux États-Unis où en fait tu n'arrivais pas à trouver, malgré cette préparation. Ouais. Bah, quand même, je trouve, quand dans ton histoire, plein de ressources, t'es pas du genre à t'arrêter à la première difficulté. Et malgré ça, il y a un moment où ça a failli coincer, quoi. Alors, faire rentrer une voiture avec des plaques françaises, bon, on a 1 an pour rouler aux États-Unis, il faut une sorte un document qui vous permet de rouler pendant 12 mois. Au bout de 12 mois, même des gens qui voyagent pendant 3 ans en camping-car sont obligés de ressortir et de revenir. Hein. Donc, on avait ça, mais assurer la voiture, même avec des gros groupes d'assurance internationaux, ils vous disent, ah non, aux États-Unis, on ne couvre pas. Ils sont tellement procéduriers, le moindre problème, ils demandent $1 million. Donc après, par un contact, un Français aux États-Unis que je connaissais depuis un ami, il me dit, t'inquiète pas, j'ai mon
Vraiment, j'ai mon assureur, il va te... Oui, sauf que ce courtier d'assurance, il va faire un devis à 7 000 $, quoi, pour 2 mois. En disant, c'est un super prix. Après, il me dit, non, il y a un autre plan, c'est de prendre une assurance par État. On traversait 17 États. Donc, tout ça, c'est compliqué parce que là, on n'est toujours pas parti. On s'est dit, bon, la voiture est assurée pour peut-être la Russie, le Japon, la Mongolie, mais aux États-Unis, c'est quand même un pays. Eh ben non, elle est toujours pas. Donc là, il faut. Alors, on peut payer 7 000 $, hein, mais on ne Ça préférerait pas. entame ton budget et tu peux plus faire autre chose, quoi. C'est au détriment de reste. Autant il y a des postes qui sont incompressibles. Les traversées maritimes, ça on pourra en parler, c'est très compliqué, c'est très lourd. C'est probablement un des premiers postes de dépenses, hein, sur un tour du monde. Mais l'assurance, voilà. Alors après, pareil, on arrive à trouver, ben voilà, un passionné de Porsche aux États-Unis qui, au final, recommande sa compagnie sous réserve que la voiture soit hébergée chez lui. Donc on a le droit. Et puis je me balade aux États-Unis, mais elle est censée être garée chez lui quand je me balade pas. Et dans ce cas-là, on arrive à avoir une assurance à 400 $ pour 2 mois, quoi. Donc voilà, ce sont que des petites choses comme ça. Mais si on est dans un groupe, au sein du groupe, quelqu'un va connaître pas cette combine, mais cette possibilité. Si on est tout seul, il faut aller la chercher. Et ça ne tombe pas. Et la date, parce qu'à un moment, l'échéance du départ approche. Et cette échéance, elle est liée à la météo. Elle n'est pas liée à avoir le budget, parce que si on n'a pas le budget, on ne prépare pas le voyage. La voiture est prête, on a le budget, on a pris ses disponibilités, mais il faut que ce soit la météo qui pilote. Parce que si on part et qu'en Sibérie, c'est le grand froid ou le grand chaud, c'est pas bon. Donc il faut essayer d'être bien. Donc il faut commencer par prendre quel pays on va visiter et quelles sont les météos sur 12 mois. Pour dire la meilleure période, il faudrait qu'on parte là. Et là, on est à peu près bien partout. Parce que ça met complètement le voyage en péril, sauf si on a un Land Cruiser. Mais si on arrive en Alaska 1 mois et demi plus trop tard, on passe de +5 à -25 degrés. C'est fini. Le voyage s'arrête. Donc on range la voiture dans un hangar et puis on revient l'année d'après, quoi. Donc il faut vraiment essayer de respecter ce calendrier parce que les bateaux sont pris à l'avance. Pareil. Donc quand on a fixé le calendrier, on bloque les bateaux. Il faut trouver le bon transitaire. Donc là, c'est pareil. Trouver un type extraordinaire qui est un ami maintenant. Mais il faut le trouver. Et il faut qu'il soit capable de vous garantir la bonne traversée à cette période. Mais si on arrive trop tard, c'est fini. Le bateau, il est parti. Il ne vous attend pas. Il est payé, hein. Donc tout ça, c'est quand même beaucoup d'organisation administrative, hormis la voiture qui est là, qui est surélevée, qui a ses 2 roues de secours, qui a des beaux stickers. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Le premier voyage, c'est en 2011, Ouais. avec ton fils Baudouin, donc le plus jeune de tes fils. Oui. C'est quoi le voyage et c'est quoi un petit peu les souvenirs que tu en gardes? Parce que je pense qu'il y en a plein, mais il y a peut-être des souvenirs qui te reviennent en tête. Ce premier voyage, c'est 24 000 km, Ouais. 2 mois et demi. On part de Paris, hein, on part de la Tour Eiffel et puis on revient et on en a pris plein les yeux. On en a pris autant qu'avec la 4L à 19 ans. C'est-à-dire qu'on a vu des paysages de dingue, on a rencontré des gens fantastiques, on a vécu des expériences.